Alors Valérie a bien regardé votre reportage. J'ai l'impression que l'armée canadienne ne sait plus vraiment bien si le défi climatique ou la défense du Canada est sa priorité. Il y a comme une dichotomie de ses objectifs, non? En fait, on le sait, le rôle d'une armée, essentiellement, c'est d'être prêt à se défendre contre un ennemi. Cependant, dans le cas du Canada, on a l'impression que cet ennemi-là, eh bien, il fluctue dépendamment de l'opinion publique et la façon, donc, de le combattre fluctue aussi en fonction des moyens qu'on donne à cette armée-là. Il y a eu plusieurs transformations dans l'armée dans les années 90, puis on en parlait dans le reportage, vraiment pour recruter, donc, des militaires. On misait beaucoup sur ces missions de paix, sur ces casques bleus. Les gens avaient l'impression que l'armée canadienne, c'était une armée qui faisait la paix et qui ne faisait pas la guerre. Est arrivée ensuite la mission en Afghanistan, où là, évidemment, la lutte contre le terrorisme est devenue une priorité. Et ça a été un réveil brutal pour l'armée canadienne parce que s'est retrouvée dans cette mission-là, un peu mal préparée, sans les équipements nécessaires. Et à ce moment-là, il y a eu effectivement, je dirais, un réinvestissement ponctuel pour faire en sorte que l'armée soit capable donc d'être déployé là-bas et d'effectuer sa mission. On se retrouve aujourd'hui avec une armée qui, parallèlement à tout ça, a été entachée par des scandales, notamment sexuels, impliquant des hauts gradés. Donc, une armée qui doit, d'une part, redorer son image et retrouver aussi une mission qui lui est propre. On se retrouve à faire ça sans nécessairement avoir des salaires compétitifs à offrir à ces recrues-là, en n'ayant pas nécessairement le milieu de travail exemplaire non plus à leur procurer, et puis également sans nécessairement leur fournir les équipements à la fine pointe de la technologie. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on se cherche peut-être une mission qui va faire en sorte que les gens auront envie de s'impliquer. Le Canada est un des pays dans le monde où le climat se réchauffe le plus rapidement. On a été frappé par donc des vagues de feux de forêt, des inondations. Et donc, il y a cette idée que d'impliquer l'armée dans les opérations auprès des communautés, eh bien, ça remplit deux fonctions, c'est-à-dire que ça redore l'image des troupes, mais en même temps, c'est une mission que l'armée a les moyens de faire. Alors, c'est pas tant une dichotomie que peut-être un passage obligé pour l'armée canadienne. Les plus optimistes, eux, diront qu'il s'agit d'une occasion à saisir. Alors, Valérie Gamache, le chef d'état-major de l'armée canadienne a lancé l'alerte avant de partir à la retraite. Parallèlement, il y a le numéro 2 de l'OTAN qui a demandé au Canada d'être en capacité à défendre, à protéger l'Arctique, qui suscite beaucoup de convoitises. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter de l'état de l'armée canadienne? Ben oui, parce que on parlait du recrutement. Actuellement, il manque 16 000 militaires dans l'armée canadienne, 8 000 dans l'armée régulière, autant chez les réservistes. La moitié de l'équipement de l'armée actuellement est soit indisponible ou de toute façon inutilisable. Et puis, en cas de crise, justement, si l'OTAN avait besoin donc du Canada, bien, il y a moins de 60 des troupes qui seraient prêtes à être déployées là, dans le cadre de ce genre de mission-là. Et puis, il y a le fameux 2 vous savez, 2 du PIB que les pays de l'OTAN doivent investir dans leur défense, donc en matière de dépenses militaires. Pour que le Canada atteigne ce 2 il faudrait que simplement cette année, il y a 15 milliards de dollars qui soient investis. Or, dans sa plus récente, ses plus récentes annonces en termes d'investissement militaire, le Canada parle de 8 milliards, mais sur 5 ans. Alors, on pourra éventuellement atteindre là, peut-être le 1,76 du PIB en matière de dépenses militaires, mais pas avant 2030. Donc, le Canada, ce chapitre-là, va rester un mauvais élève. La bonne nouvelle, ben, c'est que les dépenses, à tout le moins, augmentent. Ça, c'est peut-être encourageant. Et ça, c'est peut-être un effet, justement, du conflit en Ukraine, où, soudainement, il y a 2 ans, le Canada s'est rendu compte que, et la population s'est rappelé que le Canada avait cette frontière dans l'Arctique avec la Russie, que c'était un endroit qu'il fallait protéger, que les réchauffements climatiques font en sorte qu'on peut y naviguer pratiquement 12 mois par année maintenant, alors qu'il y a réellement un besoin d'investir et de protéger cette frontière-là. Alors, c'est peut-être la portion encourageante, je vous dirais, de ma réponse, mais lorsqu'on regarde les chiffres, il n'y a vraiment pas de quoi, là. Il n'y a vraiment pas de quoi être réconforté par la position de l'armée canadienne.
Pierre de Jong, c'est un enjeu stratégique, hein. L'Arctique, on sait que c'est un continent qui est très important pour la Norvège, la Finlande, la Russie, les États-Unis, le Canada. On peut dire que c'est une zone sous haute tension qui peut devenir, pour l'instant, basse intensité, mais qui peut devenir plus haute intensité très Encore une fois, rapidement. c'est une région qui était inaccessible jusqu'il n'y a pas longtemps et maintenant qui devient accessible. Alors évidemment, tous les pays riverains considèrent que il y aura des revendications de souveraineté. On va tracer des lignes, on va mettre des panneaux, etc., etc. Donc on va tracer, et la souveraineté va s'appliquer. Et donc ça, c'est vraiment confrontationnel parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les Russes sont plutôt sur un mode extrêmement offensif. Et là, le problème, c'est que répondre, avec quoi répondre. Le problème, c'est que les armées européennes et les armées de l'OTAN, d'une façon générale, le Canada particulièrement, depuis 91, ils se sont laissés aller. Les armées européennes ont diminué leurs effectifs, diminué leur budget, et donc ils se sont laissés aller. On s'est reposé sur un modèle américain qui était protecteur quelque part. Et aujourd'hui, il n'est plus protecteur, puisque Trump l'a clairement dit, qu'aujourd'hui, comment dire, le rôle de l'OTAN futur dans une guerre n'est pas garanti. Donc il faut réfléchir différemment. Donc le Canada, comme l'ensemble des pays européens, réfléchit à un modèle d'armée qui soit plus efficient, plus effectif, qui coûte pour le moment assez cher. Donc il y a un effort à faire. Ça, c'est compliqué, parce que les armées, ça coûte extrêmement cher. Donc c'est une assurance qu'on prend dans le long terme, et après, elle devient rentable. S'il faut décider en un an ou deux pour faire une armée moderne, c'est quasiment impensable. Et vous l'avez dit, il y a le mot effectif dans l'armée. Et certains pays pensent à relancer la conscription. C'est une option envisageable, par exemple, dans un pays comme la France ou ailleurs? Alors, tous les pays, enfin, il faut des effectifs très concrètement. Vous voyez, en France, actuellement, on a une armée à 225 000 hommes. Il faudrait 100 000 hommes de plus, mais pas nécessairement tous les jours. Donc, on voit qu'il faut trouver un modèle alternatif. Et donc, le modèle alternatif serait éventuellement de créer une forme de conscription. Moi, j'appelle ça garde nationale, ou j'appelle ça, vous voyez, les Estoniens appellent ça une ligue des citoyens. Il faut inventer quelque chose dans lequel vous avez des effectifs, dans lequel vous pouvez piocher pour éventuellement les récupérer.